Hier, j'ai finalement traversé la ville de Limoges. Et ce faisant, j'ai atteint 1000 kilomètres. Eh bien, je m'estime désormais à peu près à la moitié de mon voyage. Je pense qu'au rythme auquel je vais, il me faudra encore 2 mois pour atteindre Compostelle, et que j'y serai d'ici la fin octobre. En passant par Limoges, je me suis arrêté à la cathédrale, histoire d'aller y faire tamponner ma crédentielle, comme je l'avais fait à la cathédrale de Bourges. À Bourges, j'avais trouvé une boutique à l'intérieur même de la cathédrale où on m'avait recommandé d'aller demander que l'on m'y tamponne la crédentielle. Eh bien, je m'attendais à faire la même chose à Limoges, mais il n'y avait pas de boutique du tout. Alors je me suis approché d'un jeune homme qui pianotait timidement sur l'orgue, et lorsqu'il s'est rendu compte que je l'observais, il s'est approché de moi. Puis je lui ai fait part de ma requête, et il m'a dit que je devais aller à la sacristie. Apparemment, la sacristie, c'est un endroit dans une église. Et donc, en suivant ses indications, je me suis rendu là et j'y ai trouvé ce que je cherchais, un tampon. Et j'ai tamponné ma crédentielle moi-même. Eh bien, malheureusement, le petit dessin ne s'est pas imprimé correctement, donc j'ai dû le refaire une deuxième fois, et le résultat n'est pas des plus jolis. Mais bon, c'est pas la première fois que ma crédentielle en prend un coup. Elle aura pris malheureusement un petit peu l'eau une fois, si bien que un dessin ou l'autre auront un petit peu bavé, mais rien de trop grave. Et puis, parfois dans les campings, les gens ont aussi des tampons avec le dessin de la ville. Et une fois, figurez-vous qu'il y en avait un tampon qui n'avait pas du tout le dessin de la ville. Il était juste marqué camping de la localité. Et en plus, le monsieur me l'a mis à l'envers. Et donc, voilà, c'est pas la première fois que ma crédentielle en prenait un coup. À ce moment-là, il ne me restait plus à dire que sapristi. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 31 septembre. Et j'ai décidé pour mes 1000 kilomètres de m'octroyer un jour de repos. Je me suis arrêté hier au camping de Aix-sur-Vienne et je vais passer toute la journée aujourd'hui à me reposer. J'ai remarqué que je n'avais plus trop d'appétit ces derniers jours, que je mangeais la même quantité de nourriture mais que je le faisais machinalement sans vraiment avoir faim. Et puis, après les pauses, je me sentais parfois terriblement ankylosé. Si bien que lorsque je devais me remettre à marcher, je marchais comme si mon corps s'était solidifié, en particulier au niveau des chevilles et des pieds. Et puis le soir, en allant me coucher, j'étais vraiment fort raide et je me sentais parfois un petit peu fiévreux, comme si j'étais sur le point de tomber malade. Eh bien, j'ai décidé alors de prendre ce jour de congé aujourd'hui, qui est le deuxième depuis mon départ. Et je dois dire que je me sens bien pourtant. Je pense que j'aurais pu continuer, mais malgré tout, c'est une bonne sécurité de faire une pause aujourd'hui. Ces dernières années, j'ai commencé à m'intéresser de près à l'étymologie des mots. Les mots que nous employons sont tellement importants. Ils commencent à former une représentation du monde, et nous finissons par oublier que cette représentation n'est pas le monde. Elle n'est qu'une idée, et que notre idée, l'idée que nous nous faisons du monde n'est pas le monde. Le monde n'est pas une idée. Mais les mots, malgré tout, sont comme une pancarte. Et la pancarte indique quelque chose. Le long de mon chemin, il y a tout un balisage, et si je le suis attentivement, je ne me perds pas. Et ce balisage indique toujours une direction. Le mot aussi indique une direction. Si vous répétez le mot froid 1000 fois, ça ne vous gèle pas la bouche. Le mot froid ne veut absolument rien dire par lui-même. C'est juste un bruit, c'est juste un son. Si nous allons au Japon et que nous répétons froid, 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 les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Le mot en soi est une pancarte qui ne fait qu'indiquer quelque chose. Les mots perversion et théorie ont particulièrement retenu mon attention. La perversion, son sens fondamental signifie quelque chose qui a été renversé de fond en comble. Et il se trouve que le mot théorie est un mot qui a été totalement perverti. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de théorie, nous pensons à quelque chose d'abstrait, par là même de fabriqué par la pensée, et puis que nous devrions mettre en pratique. Il y a d'abord la théorie et puis la pratique.
Et on peut imaginer aisément comment on pourrait inventer toutes sortes de nouveaux concepts. En particulier si on est un philosophe ou un scientifique, et si je parviens à inventer un nouveau concept qui parvient à révolutionner mon domaine de recherche, eh bien peut-être qu'on me donnera un prix Nobel. Alors avec cette nouvelle théorie viennent la célébrité, l'argent, la gloire, et le moi est à la recherche de ces choses-là. Ainsi donc, il y a une pratique qui s'appelait la lobotomie, qui a été développée par un homme, un scientifique, qui a reçu le prix Nobel pour cela. Et cet homme a torturé toutes sortes de gens, en étant persuadé qu'en leur détruisant une petite partie du cerveau et en les transformant en légumes, il leur faisait du bien. Et puis un jour, on s'est rendu compte du mal qui était fait, et on a arrêté de faire cela. Et si on cherche d'autres exemples, je pense à la saignée par exemple, qui était aussi pratiquée par des médecins, qui s'étaient convaincus que c'était leur idée. Et regardez comme l'idée a été imposée sur le réel. Si on allait retirer du sang à un malade, parce qu'ils pensaient que le sang était vicié, eh bien, on aidait le malade à guérir de sa maladie. Ce qui évidemment est plutôt le contraire, n'est-ce pas? Le mot théorie, en réalité, a une étymologie qui signifie de voir, de regarder, d'observer, et qui est par là même reliée au mot théâtre. La théorie, à l'origine, n'avait rien à voir avec le fait de former une idée, une hypothèse, une croyance, et puis d'observer le réel pour voir si cette idée, pour voir si le réel en fait pouvait être circonscrit, enfermé dans cette idée que nous nous étions fait. La théorie, à l'origine, signifie de regarder, d'observer quelque chose directement. Et en ce sens, la théoria, c'est la méditation. C'est d'observer les choses telles qu'elles sont. Au cours de mon voyage, j'ai rencontré une dame qui était vraiment très gentille, et elle m'a dit que j'étais une vieille âme. C'est le concept qu'elle a employé. Que dès qu'elle a croisé mon regard, dès qu'elle m'a regardé, elle a dit qu'à mes yeux, on voyait tout de suite que j'étais une vieille âme. Elle m'a dit qu'il fallait augmenter sa vibration. Elle m'a parlé de réincarnation. Toutes ces choses-là, dans mon expérience directe, il n'y a aucun fait, il n'y a rien qui me permette de confirmer ce qu'elle m'a dit, ou même de l'infirmer. Ce ne sont que de pures spéculations. Et lorsque je vous parle de spiritualité, je ne veux jamais spéculer. Je ne veux pas spéculer sur des choses que je suis incapable de démontrer maintenant. Est-ce que la forme de la Terre est ronde ou est-ce qu'elle est plate? Ici et maintenant, dans mon expérience directe, dans la conscience du monde tel qu'il apparaît ici et maintenant, il n'y a rien qui me dit qu'il y a une planète. Il n'y a rien qui me dit que cette planète est ronde ou est plate, et donc je ne m'intéresse pas à ça. Ça ne fait pas partie de ma démarche spirituelle. Ma démarche spirituelle se limite à la théoria, à cette observation, à cette écoute directe de la réalité telle qu'elle apparaît ici et maintenant. Lorsque je me pose une question, comme qui suis-je, ou qui est le penseur, la question est fabriquée avec la pensée, c'est-à-dire avec du langage, mais il est clair que ça n'a aucune valeur d'y répondre avec la pensée ou avec le langage. La réponse est un silence. Mais ce silence n'est pas comme quelqu'un qui est endormi. C'est une observation qui est donnée à la réalité telle qu'elle est ici et maintenant. Et dans cette observation, il me semble que si nous investiguons à partir de la théoria, pas à partir de la pensée, ce qu'est la pensée elle-même, le mouvement de la pensée, le mouvement de l'attention, si nous apprenons à nous connaître nous-mêmes de cette manière-là, en éliminant toutes les spéculations et en regardant fraction de seconde après fraction de seconde, l'énergie en nous, sous la forme de la pensée, de l'émotion, du mouvement, du corps, qui se déploie, nous en venons à prendre conscience qu'il y a de très nombreuses erreurs qui ont été fabriquées par notre pensée. Et si vous suivez ces vidéos, vous vous souvenez peut-être que j'ai essayé de démontrer comment cette croyance selon laquelle l'argent fait le bonheur n'a pas de sens, n'est pas rationnelle. Que l'argent ne peut faire en réalité que notre plaisir, et que la somme des plaisirs ne nous amène pas au bonheur. Ou bien j'ai essayé de montrer comment les faits ne nous perturbent pas,
ce ne sont pas les faits qui nous font souffrir. Ce n'est pas la mort d'un proche ou quoi que ce soit qui puisse nous arriver qui génère en nous une souffrance. J'ai essayé de montrer comment le mouvement de la souffrance part en réalité depuis la pensée, et comment la pensée, qui crée sa propre réalité alternative, sa représentation du monde qui n'est pas le monde, en vient à confondre la source de la souffrance et l'objet de la souffrance. Et je pense que dans la théoria, dans cette observation inconditionnelle de la réalité telle qu'elle prend place, toutes ces illusions que la pensée a formées, et dont nous sommes persuadés qu'elles sont pourtant vraies, ces illusions commencent à se dissoudre. Et par là même, notre comportement commence à changer. S'il devient totalement évident pour moi que la souffrance ne vient pas des faits, alors je n'ai plus besoin de me battre avec le monde pour essayer d'être heureux. Je n'ai plus besoin d'essayer d'être dans ce contrôle absolu de ces événements qui sont pourtant impermanents. Il me faut plutôt agir sur la source du problème qui est la pensée. Alors la pensée est impermanente aussi, mais elle est chronique. Et donc la souffrance que nous connaissons est chronique également. Je me pose ces questions avec le langage, mais je n'y réponds pas avec le langage, mais avec la théoria. Qui suis-je? Je sais que j'existe ici et maintenant. Je l'observe ici et maintenant, je le sais. Il y a cette certitude. Mais je ne peux pas observer mon existence. Si je me regarde dans un miroir et que je commence à faire du mouvement, je n'existe pas plus. Si je me rends totalement immobile, je n'existe pas moins. Si je perds un membre, un bras, dans un duel avec un samouraï, mon corps a été diminué, mais mon existence n'a pas été diminuée pour autant. Si je bronze, ou que je pâlis, que je blêmis, je n'existe pas plus ou moins. Il y a quelque chose de l'ordre de ce que nous sommes au fond de nous-mêmes, l'existence, la partie la plus intime de nous, qui est irréductible, indéfinissable, qui ne peut pas être étudiée au microscope, enfermée dans une éprouvette. Et par là même, lorsque je me demande qui je suis, dans cette théoria, il m'apparaît clairement que si nous nous connaissons vraiment nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous connaître nous-mêmes. Il n'y a rien sur nous-mêmes que nous puissions savoir. Nous pouvons comprendre des choses qui sont à l'extérieur de nous, comme l'émotion, la pensée, la sensation, mais elles restent tout à fait opposées. Bonjour. Ce que nous sommes, au plus profond de nous-mêmes, est-ce que ce ne serait pas la clarté, ce que j'ai appelé par le passé la clarté? Est-ce que ce ne serait pas être à l'écoute? Être, exister. Être à l'écoute. Et est-ce que l'humain, dans l'expression être humain, est-ce que l'humain n'est pas déjà à l'extérieur de nous? Est-ce que l'humain n'est pas une perception? Les sensations de l'humain, le corps, la forme du corps, la pensée du corps, l'émotion du corps. Tout ça, ce sont des perceptions qui sont perçues depuis ce que nous sommes, ce qui est indéfinissable, irréductible. Est-ce que l'essence véritablement de ce que nous sommes, ce ne serait pas d'être à l'écoute? Incidemment, le fondateur de l'aïkido disait que ceux d'entre nous qui sont capables de percevoir que le véritable état de la matière et le vide sont des Bouddhas, et que ceux qui sont capables de percevoir que le véritable état de la conscience et l'amour sont des saints. Eh bien, lorsque j'entends quelque chose comme ça, je suis forcé de le croire sur parole. C'est une spéculation. Je peux admettre qu'il avait un degré de compréhension plus profond que le mien, mais dans mon expérience directe, il n'y a rien qui me permette de dire que le véritable état de la matière ou de la conscience soit ceci ou cela. Mais si nous admettons que, ou si nous réalisons, ou si nous observons, qu'au fond l'amour, ce serait le temps et l'attention que nous donnons à quelqu'un ou à quelque chose, il se pourrait bien que si notre essence est d'être à l'écoute, inconditionnellement, qu'il y a là une clarté,
ici et maintenant, qui ne rejette pas certaines perceptions. Elle les accueille toutes, sans aucune discrimination. Il se pourrait bien alors que, s'il est possible de continuer à affûter l'esprit, la spiritualité, le cœur du mot spiritualité, c'est l'esprit, il se pourrait bien que l'on finisse par réaliser quelque chose de fondamental, à l'instar du fondateur peut-être.